Bonjour. Alors voilà un bref exposé qui vient compléter celui qui était consacré au petit p, mais qui vient en apporter les limites. Mais je vous préviens tout de suite, il y a danger. Cette présentation risque de bouleverser vos certitudes péniblement acquises avec les statistiques classiques. Et vous risquez d'en ressortir un peu désemparé, donc je ne dirais pas âme sensible s'abstenir, car il vaut toujours mieux affronter la vérité, même si elle déconcerte. Alors, il est indispensable pour comprendre cet exposé d'avoir en tête les principes généraux des tests statistiques et d'avoir écouté l'exposé sur le petit p, dans lequel nous avions insisté sur plusieurs mauvaises interprétations du petit p qui sont commises le plus fréquemment. Et nous avions démontré que le petit p n'est pas un risque d'erreur, que ce n'est en aucun cas la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie, ni la probabilité qu'on retrouve les mêmes résultats si l'hypothèse nulle est vraie, et enfin, que le petit p n'avait rien à voir avec la mesure de l'intensité d'un effet. Alors, si ces propositions ne sont pas claires pour vous, je vous conseille de revoir cette vidéo sur le petit p. Alors maintenant, même si on ne commet aucune des erreurs d'interprétation précédentes sur le petit p, nous allons en voir les limites et les inconvénients. Alors, voici un exemple où on compare les taux moyens de gamma-globulinémie entre deux groupes de sujets. On observe une différence entre les moyennes des deux groupes de près de 7 grammes par litre. Et après le test de comparaison, on trouve un petit p inférieur à 5%. On rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse d'une différence entre les deux groupes. Mais est-ce que ce chiffre de 0,03 vous permet de quantifier le degré de désaccord avec l'hypothèse nulle? Alors pas vraiment, car si on double les effectifs des échantillons avec exactement les mêmes valeurs, on conserve évidemment la même différence d'effet observée, mais on obtient un petit p différent. La probabilité d'avoir observé ces données si l'hypothèse nulle est vraie est maintenant de 1%. Et si à l'inverse on diminue la taille des échantillons, on obtient une autre valeur de petit p, plus grande que la première cette fois-ci. Donc le petit p varie en fonction de la taille des échantillons, qui intervient dans le calcul de l'écart type de la moyenne. Donc, premier inconvénient, le petit p ne permet pas de mesurer le degré d'évidence contre l'hypothèse nulle. Quand vous faites un test, le résultat est binaire. On rejette ou non l'hypothèse nulle. Deuxième problème, comment interprète-t-on cette valeur du petit p, ici 0,03? Souvenons-nous de la définition précise du petit p, c'est la probabilité d'avoir observé une différence au moins aussi grande si l'hypothèse nulle est vraie. Et j'insiste sur cet adverbe « au moins ». Dans cet exemple, si l'hypothèse nulle est vraie, c'est-à-dire si la gamma-globulinémie est identique dans les deux populations dont sont issus les échantillons, il y a seulement 3 chances sur 100 d'avoir observé une différence au moins aussi grande que 7,1 g. Et tout le problème vient de ce petit signe supérieur ou égal, ce « au moins ». À partir d'une seule expérimentation, on affirme une probabilité sur le résultat trouvé, mais aussi sur un ensemble d'autres résultats potentiellement supérieurs, mais qu'on n'a pas observés. Lorsqu'on fait un test, on est face à une seule expérimentation. Si on trouve une valeur de la statistique Z, par exemple de 1,9, sa probabilité en tant que telle est infime. Et lorsqu'on dit que la probabilité d'observer une valeur au moins aussi grande que 1,9 est de 0,03, probabilité représentée par l'aire en bleu, on commet un abus si on généralise. Cette valeur de 1,9 n'est obtenue que sur un seul test, sur un seul échantillon. Et on s'octroie le droit de rejeter une hypothèse nulle avec des résultats qui n'ont pas été observés. C'est ce que certains n'ont pas hésité à appeler un viol du principe fréquentiste. Alors on va passer vite là-dessus car c'est une critique qui a une portée plus théorique que pratique. Cela ne remet pas en cause les résultats obtenus avec le classique petit p, mais c'est une incohérence qui mérite d'être gardée à l'esprit. Alors voici un autre exemple où on veut comparer la distribution des âges d'un échantillon observé avec la distribution de référence dans une population. Alors on effectue le test approprié, par exemple un test de Ki2, et on obtient un petit p de 0,47. Devant cette situation, vous avez l'habitude de dire qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle car le petit p dépasse le risque d'erreur maximum tolérable en principe de 5%. Alors que pouvons-nous affirmer? Hélas, rien. On n'a pas le droit d'accepter une hypothèse nulle. On ne peut pas affirmer avec certitude que l'échantillon provient bien de cette population de référence. Il n'est pas impossible qu'on observe une différence significative si on augmentait la taille de l'échantillon.
Tout dépend de la puissance du test, mais cette puissance, on ne la connaît pas. Alors ce problème est lié à la pratique de nos tests. En travaillant comme nous le faisons, en tant que fréquentistes, nous sommes principalement préoccupés par le risque alpha, risque d'erreur de type 1 qui nous fait rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie. Mais nous avons une difficulté avec le risque bêta, ce risque d'erreur de type 2, lorsque nous ne rejetons pas l'hypothèse nulle alors que justement c'est l'hypothèse nulle qui est fausse. Et une des raisons à cela, c'est que si nous savons calculer le petit p pour le confronter au risque alpha d'erreur de type 1, en revanche, nous ne savons pas calculer un indicateur qu'on pourrait confronter au risque bêta. Et comme on ne sait pas évaluer l'erreur de type 2, c'est-à-dire le risque de se tromper en ne rejetant pas l'hypothèse nulle, eh bien on l'évacue en ne concluant pas. Donc, nouvel écueil de la démarche classique des tests statistiques, c'est l'impossibilité d'accepter, de valider une hypothèse nulle, alors même qu'elle pourrait être hautement plausible. Et c'est tout le paradoxe de cette manière de travailler en testant l'hypothèse nulle. La plupart du temps, un chercheur a comme démarche habituelle de faire des hypothèses et de chercher à valider ces hypothèses. Et s'il ne peut pas les valider, il les rejette. Or, la construction d'un test statistique le conduit à une démarche complètement inverse. Illustrons cela avec quelques petits schémas. Lorsqu'un chercheur a cogité une idée, il bâtit une hypothèse de façon formelle, une hypothèse qu'on va qualifier de positive. Il pense que la Terre est ronde par exemple. Et s'il est sérieux, il va chercher à valider cette hypothèse en montant une expérience ou bien en recueillant des observations, ce qui va produire des données. À l'issue de cette phase expérimentale ou observationnelle, il confronte son hypothèse aux résultats. Et là, de deux choses l'une, soit les données collent avec son hypothèse et le chercheur est content, son hypothèse est confortée, soit les données ne collent pas et il revoit sa copie en rebâtissant une autre hypothèse ou en abandonnant son idée. Mais dans notre façon de raisonner avec les tests d'hypothèse, si on veut produire des résultats statistiquement significatifs, on demande au chercheur de fabriquer une hypothèse nulle et une hypothèse alternative dont l'une est par définition contraire à son idée. Et ensuite, à l'issue de l'observation, de confronter les résultats à la seule hypothèse nulle. Et là, si son idée est celle de l'hypothèse nulle, et si les données collent avec cette hypothèse, alors il ne peut pas conclure. Donc, frustration. Et dans le meilleur des cas, si son idée est celle de l'hypothèse alternative, il ne peut conclure qu'en affirmant que c'est l'hypothèse opposée à la sienne qui est rejetée. Cette impossibilité d'accepter l'hypothèse nulle a des conséquences dans l'expression publique des résultats. En effet, on a tendance à publier beaucoup plus souvent les résultats des études montrant des différences significatives plutôt que ceux qui ne sont pas concluants. Donc cela entraîne ce qu'on appelle un biais de publication qui privilégie les travaux qui rejettent l'hypothèse nulle au détriment des études présentant des résultats non significatifs dont la valeur scientifique aurait pourtant autant de valeur. Et la part relative de ces travaux non publiés ne peut évidemment pas être mesurée. On peut presque dire que cette dictature du petit p a occulté une part non négligeable de la connaissance. Alors pour montrer les conséquences funestes de ce biais, livrons-nous à une petite simulation où nous analyserions 200 études sur les facteurs de risque potentiels d'une maladie X. Chaque étude porte sur un facteur différent. Et on suppose par exemple que parmi les 200 facteurs testés, 20 sont d'authentiques facteurs de risque. Les 180 études restantes portent sur des facteurs neutres n'ayant aucun impact sur la maladie. À l'issue de ces 200 études, qui aboutissent à autant de tests statistiques, on va prendre des décisions pour chacune, rejet ou non de l'hypothèse nulle. Si on prend un risque alpha de 5% et un risque bêta d'erreur de type 2 de 20%, parmi les 20 études portant sur d'authentiques facteurs, 4 ne pourront pas conclure et 16 rejetteront l'hypothèse nulle en affichant un petit p inférieur à 5%. Et parmi les 180 études qui portent sur des facteurs neutres, 9 rejetteront l'hypothèse nulle à tort. Et en caricaturant un peu, si on ne publie que les résultats significatifs, on ne verra apparaître dans la littérature que les résultats de 25 études, dont 9 sont faux. Donc, si on réfléchit bien, on constate que dans ce cas de figure, où la probabilité a priori de l'hypothèse nulle est de 90%, plus d'un tiers des études publiées sont fausses, alors même que les auteurs ont affiché un petit p inférieur à 5%. Donc, méfions-nous de prendre l'ensemble de la littérature scientifique avec des résultats de tests statistiques comme une vérité exhaustive. Cette littérature, elle n'est que la partie émergée d'un iceberg dont une très grande partie nous reste inconnue.
Et la part des travaux non publiés pour cause de non-significativité est très difficile à estimer. Mais c'est pas tout. Il y a peut-être encore plus grave. Vous avez remarqué que dans l'exemple que nous avons choisi, un cas de figure où la probabilité de l'hypothèse nulle était de 90%. Évidemment, ce choix n'était pas neutre, et vous percevez assez facilement que si cette probabilité change, eh bien tous les chiffres du tableau vont changer. Voici un nouveau cas de figure où la probabilité de l'hypothèse nulle est montée à 94% au lieu des 90%. Et on voit que le taux de publication fausse dans cette configuration passe à 47%, soit près de la moitié. Et on peut donc généraliser cela en faisant varier en abscisse la probabilité de l'hypothèse nulle et par complément celle de l'hypothèse alternative. On voit nettement sur ce schéma que la fréquence des études fausses, parmi celles qui donnent des résultats significatifs, augmente avec la probabilité a priori de l'hypothèse nulle. Dans cet exemple, avec un choix alpha de 5% et bêta 20%, dès que la probabilité a priori de l'hypothèse nulle dépasse 80%, la proportion de publications fausses devient très grande. En complément, on pourrait dire que plus la probabilité de l'hypothèse alternative est faible, donc plus elle est farfelue, moins il faut accorder de crédit à une étude, même si les résultats sont significatifs. Alors pour finir, prenons un exemple extrêmement polémique qui a suscité de nombreux remous en santé publique. Voici un auteur qui veut tenter de chercher pour la énième fois s'il existe un lien entre la vaccination contre l'hépatite B et le risque de développer une sclérose en plaques, SEP. Il compare donc deux groupes de sujets, vaccinés et non vaccinés contre l'hépatite B, et mesure la fréquence de la SEP dans les deux groupes. Il pose donc son jeu d'hypothèses. Hypothèse nulle, la fréquence de la sclérose en plaques est identique entre vaccinés et non vaccinés. Et hypothèse alternative unilatérale, la fréquence de sclérose en plaques est supérieure chez les vaccinés. Il fait correctement son travail, il recueille des données, il exécute son test de comparaison et il trouve un petit p bien inférieur au seuil critique de 5%. Alors que se passe-t-il ? Alors évidemment, il s'empresse de publier son étude en affirmant qu'il y a un risque significatif de sclérose en plaques après vaccination contre l'hépatite B. Donc nouvelle campagne de presse, nouvel affolement dans la population et finalement une chute vertigineuse de la couverture vaccinale anti-hépatite B. Mais en travaillant ainsi, on ne tient pas compte de l'expérience antérieure. On ignore des dizaines d'essais du même type portant sur des milliers, des dizaines de milliers d'observations, qui n'ont montré jusqu'à maintenant aucune différence de la fréquence de sclérose en plaques entre vaccinés et non vaccinés. Donc on sent bien que le résultat du dernier auteur va à l'encontre de la plausibilité des hypothèses. On a donc une étude très relayée médiatiquement qui vient écraser de son poids, de son petit p, l'ensemble des études antérieures qui ne pouvaient pas conclure malgré leur plausibilité. Alors quel est le problème ? Revenons au principe d'un test statistique. Avec le petit p, on rejette l'hypothèse nulle si sa valeur est inférieure à 5%. Ça c'est clair. Mais quelle est la probabilité de l'hypothèse nulle ? Quelle est la probabilité de l'hypothèse alternative? En statistique classique, on ne s'en préoccupe jamais. Si petit p est inférieur à 5%, on est content, on accepte l'hypothèse alternative et on publie. Dans notre exemple, hélas réel, on n'a pas pris en compte la probabilité a priori de l'hypothèse nulle, qui était très élevée, et celle de l'hypothèse alternative, qui même si elle est loin d'être absurde, est relativement beaucoup plus faible. On a procédé comme si les deux hypothèses avaient le même poids. Donc, en accordant tout le crédit qu'à la dernière étude effectuée, même si elle est significative, les auteurs négligent un élément important de discussion basé sur la connaissance du sujet que l'on a a priori. Donc, dernière critique fondamentale du raisonnement des tests statistiques classiques utilisant le petit p, c'est l'absence de prise en compte de la plausibilité relative des hypothèses. Ce que les statisticiens bayésiens appellent la négligence des taux de base. Pour les bayésiens, les études fréquentistes ont tendance à exagérer la significativité des études, à surestimer l'évidence contre l'hypothèse nulle. Alors que faire après cette mise en pièce du petit p ?
Alors, je vous rassure tout de même, on peut encore continuer à utiliser les statistiques fréquentistes classiques. Si vous observez qu'un nouveau traitement paraît très efficace sur une maladie et qu'à l'issue d'un essai, vous obtenez un petit p de 1 pour 1000, vous avez de fortes chances d'avoir découvert quelque chose d'intéressant. Et ce petit p va vous permettre de publier. Mais toute cette avalanche de critiques du petit p, et notamment la dernière, conduisent de plus en plus de chercheurs en statistique à bannir formellement ce terme que nous utilisons tous jusqu'à maintenant, ce terme de statistiquement significatif, qui ne signifie pas grand-chose si on ne tient pas compte de l'environnement dans lequel on travaille, si on néglige l'ensemble des probabilités a priori des hypothèses qu'on cherche à tester. Et voici le résumé lapidaire d'un article paru dans Nature en mars 2019 où pas moins de 800 scientifiques de renom appellent à abandonner ce sacro-saint petit p. Et donc il va bientôt falloir se mettre à utiliser d'autres méthodes plus logiques, plus cohérentes, des méthodes qui reviennent aux bases même de la théorie des probabilités échafaudée dès le XVIIIe siècle et dont un des fondateurs fut le fameux révérend Thomas Bayes. Mais ces méthodes avaient été abandonnées en raison de la complexité des calculs. Alors de nos jours, avec les ordinateurs, il n'y a aucune raison de s'en passer. Et la première marche vers l'initiation à ces statistiques, dites bayésiennes, est l'utilisation de ce qu'on appelle le facteur de Bayes. Et je vous dis donc à bientôt.